Bienvenue sur Fashion Green Podcast, le podcast des entreprises engagées pour une filière mode, textile, sport et luxe plus durable. Pendant 2 jours, à Lyon, les Fashion Tech Days ont rassemblé des experts, marques, institutions et startups autour de la thématique « Performance durable, comment allier performance et baisse d'impact ». Un événement conçu pour découvrir et comprendre comment l'utilisation des technologies peut renforcer les pratiques éthiques et durables de la filière textile afin d'offrir des perspectives nouvelles et innovantes pour l'avenir de la filière. Bonne écoute! Bonjour à tous, merci Julien de m'avoir mis en éco-anxiété là, direct. Maintenant je comprends Annick quand j'ai croisé tout à l'heure dans les couloirs et qui m'a dit « Bon, je compte sur toi, tu vas mettre le feu ». Ok, maintenant je comprends tout le sens de cette phrase. Donc ce que je vous propose pour allumer l'étincelle, c'est peut-être d'abord d'applaudir Fashion Green Up, d'applaudir les Fashion Tech Days tous ensemble pour les remercier de cet événement. Essayer de remettre un peu d'énergie. Alors moi je me présente, je m'appelle Adrien Delupaoli, je suis donc éventuellement le fondateur et le président de la société De Rigueur, qui est un bureau d'innovation produit qui travaille depuis 2014 à transformer le secteur, donc les marques, les industriels, sur tous ces changements qui sont en train d'arriver. On a été pionniers de la fashion tech, nous aussi, et aujourd'hui on se pose ces questions. La question fondamentale à laquelle on m'a demandé de répondre, c'est l'innovation à impact. Est-ce la seule tendance à connaître ? Et donc, pour partir de l'innovation à impact, j'aimerais partir d'un terme qui est celui d'innovation. Parce que c'est un terme qui est vachement galvaudé. Moi, j'appelle ça les mots valises. Il y a innovation, il y a respect, il y a amour. Je vous laisserai réfléchir aux 2 autres mots. C'est des mots valises dans lesquels on cache beaucoup de concepts et qui ont une multiplicité de sens. Je prends rapidement le mot amour. Amour, nous, on a un seul mot. Les Grecs, ils en ont 10. En sanskrit, il y en a plus d'une centaine. Donc en fait, il y a une diversité de sens qu'on cache derrière ces mots. Et le mot innovation, donc pour revenir sur celui-ci, j'ai pris 2 définitions, un peu au hasard, en tapant sur Internet. La première, c'est celle de la société KPMG. Bon, tout le monde connaît. Elle dit « L'innovation à impact, c'est celle qui réconcilie performance économique, environnementale et sociale ». Bon, jusque-là, j'ai envie de dire, personne ne se mouille, c'est pas trop compliqué, on est tous à peu près d'accord. J'ai pris une deuxième définition, celle de Jean-Marc Potvin, le fondateur de l'application Entourage, que vous devez sûrement connaître, qui dit « La véritable innovation, c'est le changement de regard sur des problèmes existants depuis longtemps, associés à un changement de comportement. » Bon, pareil, on est d'accord, c'est pas compliqué. Sur les 2 définitions, je suis moi aussi assez d'accord, mais pour travailler depuis plus de 10 ans dans l'innovation dans la mode, j'ai voulu aller plus loin en termes de termes et aller me poser la question de ce qu'il y avait derrière. En fait, dans la Startup Nation, on nous demande une chose, c'est de trouver des solutions à des problèmes. Bon, ok, d'accord. Sauf que ces problèmes, une fois qu'on a trouvé des solutions, ces solutions créent des nouveaux problèmes auxquels on va chercher des nouvelles solutions. Et en fait, on se retrouve dans une course effrénée à laquelle on a donné un terme ultra sexy, qui est celui de l'innovation. Vous me suivez ou pas ? Donc en fait, on crée des problèmes, on crée des solutions qui recréent des problèmes. Et en fait, comme ça, on se retrouve sur un système. Et j'aimerais reprendre du coup ce que Julien disait tout à l'heure, et un terme que j'aime énormément, c'est celui de la conscience. En fait, en automatisant ce réflexe d'aller chercher des solutions à des problèmes, on perd la conscience. On se retrouve dans un système automatique et une course effrénée au toujours plus. Et donc c'est ça, voilà, ça c'est le premier élément sur lequel j'aimerais que vous pensiez et que vous disiez, ok, finalement l'innovation à laquelle on donne tant d'importance, et moi je l'ai même dans le nom de ma structure, ça fait 10 ans que je travaille dessus, et j'en viens même à remettre en question l'intérêt, l'utilité de cette innovation effrénée. Remettons de la conscience là-dedans. Donc maintenant, à partir d'innovation, on va aller dans l'innovation à impact. Innovation à impact par rapport à l'innovation, c'est quoi ? En fait, c'est une innovation, c'est une recherche qui va partir de la fin, qui va partir de la trace qu'on laisse, et qui, à l'intérieur de ce système problème-solution, va se poser la question sur le système problème, sur le système solution. Est-ce que cette solution a du sens ? Est-ce qu'on met de la conscience dessus ? Est-ce que c'est quelque chose qui a du sens, qui est utile, qui remet en question un système, mais en pensant à la trace qu'elle va laisser. Alors moi, quand j'étais gamin, j'avais un rêve, je me disais, je veux laisser une trace sur Terre. Bon, maintenant, 20 ans plus tard, je me dis, ah non, je ne veux pas laisser une trace plus sur Terre. C'est peut-être une mauvaise idée, en fait. Et j'aimerais citer un film que j'ai revu il n'y a pas longtemps, qui est celui d'Avatar 2. Bon, pour ceux qui l'ont vu, moi, autant l'histoire derrière, j'ai trouvé un peu classico-classique à l'américaine, mais toute la scénographie, tout le peuple des Na'vi qui ont créé une civilisation qui ne laissera pas de traces. Et donc il y a cette théorie en ce moment, pour ceux qui sont un peu, je sais pas, complotistes ou quoi, qui se posent la question du Dryas récent.
Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent là sur le DRIAS récent? Il y a toute une partie de l'histoire de l'humanité qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qui s'est passé il y a à peu près, en moins 13 000 jusqu'à moins 3 000. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et certaines théories un peu farfelues nous disent, potentiellement, il y a eu une espèce humaine qui a existé à ce moment-là, qui aurait créé une civilisation qui n'a pas laissé de traces. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux. Je vous dis simplement, ça permet de réfléchir, de se poser la question, si une civilisation avait existé avant nous, qui ne laissait pas de traces, qui vivait dans les arbres avec des produits biodégradables, qui vivait en adéquation complète avec la nature, on n'en aurait aucune trace. Nous, ça va être différent. Dans 10 000, 13 000 ans, ceux qui suivent des bouquins comme Asimov savent que ce qu'on a créé en termes de plastique, la pétrochimie, donc nous on n'est plus dans l'âge de bronze, on est dans l'âge du pétrole, comme disait Julien, l'âge même du plastique, mais le plastique c'est le pétrole, et on aura encore des traces, on nous retrouvera. Alors que potentiellement, une civilisation précédente, on ne la retrouvera pas. Donc la question de l'innovation à impact, c'est remettre en question un système qui manque de bon sens, de conscience, de recul, et de se dire comment je peux faire différemment, mais dans différemment, ce n'est pas plus. Ce n'est pas recréer forcément des nouvelles choses, des nouvelles technologies, c'est faire différemment, voire peut-être faire moins. Alors j'aimerais citer un autre sujet sur lequel on travaille en ce moment avec Fashion Green Hub et Annick, qui est celui de Prato. Vous avez peut-être dû entendre parler de Prato, c'est une ville en Italie qui est entièrement dédiée au recyclage de l'industrie textile mondiale. C'est 148 000 tonnes de déchets textiles recyclés par an, c'est énorme. Et en fait, comment ils font ça? En mettant bout à bout des petits acteurs qui se concentrent sur toutes les différentes phases du recyclage. Donc ils recyclent beaucoup de matières, ils les trient par couleur, par matière, et ils les remettent après dans l'industrie textile. Je voyais un reportage sur France Info il n'y a pas longtemps, sur la laine. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en faisant passer nos vieux pulls troués, irréparables, dans ces systèmes de d'effilochage, broyage, tri, collecte, bien sûr, avant ça, on est capable de les remettre dans le système. Et en les triant par couleur, on est même capable de s'affranchir complètement de la teinture. Donc voilà, encore un exemple, innovation, on se dit la teinture, faut faire de la teinture écologique. Mais si on pouvait ne pas faire de teinture, encore une fois, réfléchir différemment, réfléchir en mettant de la conscience. Et la conscience, alors je fais encore une digression, parce que j'adore ça, les digressions, je me suis mis il n'y a pas longtemps à un stage de tantra. Voilà, ça peut surprendre certains, mais il y a beaucoup d'idées reçues sur le tantra. Et je disais à mon prof, mais comment je peux expliquer ça simplement aux gens? Et il me dit, en fait, le tantra, c'est l'art de la présence. Je dis, ok, la présence, mais comment on arrive à la présence? On se pose tous la question, oui, comment on peut faire moins, comment on peut mettre plus de bon sens, comment... Ok, il me dit, la présence, c'est la lenteur. C'est la conscience. En fait, dans la lenteur, on met de la conscience. On s'arrête, on se pose, on arrête parfois aussi de réfléchir avec la tête, parce que notre système cartésien, notre société nous a poussé à réfléchir qu'avec la tête, à des niveaux probabilistiques. Je veux manger une glace à la fraise, au chocolat, attends, laquelle va niquer mon summer body, enfin, excusez-moi pour les termes. Donc en fait, on pense toujours avec la tête. Et là, de se dire, ok, on va intuiter un peu, on va se poser, on va inspirer profondément et on va réfléchir avec le cœur. On va se dire, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est utile? Est-ce que je veux vraiment faire ça? Est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour les autres? Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour faire plaisir à mes parents? Est-ce que, voilà, mettre du... Donc le tantra, ça m'a amené à ça, à se dire, la conscience, c'est la lenteur, c'est la conscience, prendre le temps, et c'est quelque chose qu'on a complètement oublié, et je repique avec la notion d'innovation, en oubliant de mettre de la lenteur, en allant dans la vitesse, qui parfois est nécessaire à nos systèmes économiques, mettre de l'automatisme, aller plus vite, produire plus, on a oublié de mettre ces éléments de lenteur, et on a oublié de réfléchir, et on fait les choses par automatisme. Mais surtout, si vous mettez la conscience au quotidien, déjà vous allez avancer très lentement dans votre journée. Ça va parfois être un peu trop lent. Donc c'est pour ça qu'on met un peu d'automatisme aussi. Mais même sur votre façon de vous habiller, même sur votre façon de prendre des notes, même sur votre réponse à une question, posez-vous parfois, de temps en temps, la question, est-ce que j'ai répondu en automatisme? Est-ce que c'est une réaction que j'ai eue? Ou est-ce que vraiment je suis aligné avec ce que je viens de dire? Est-ce que je suis aligné avec ce que je suis en train de faire? Et c'est souvent en société, avec les masques sociaux qu'on se met, qu'on oublie de mettre cette conscience. Donc voilà, je reviens sur innovation sociale, Prato, et avec Annick, on se disait, mais attends, il n'y a pas ça en France. Pourquoi on n'a pas ça en France? Pourquoi on n'a pas ces systèmes où on met en réseau différents acteurs qui ont différentes compétences, qui, mis bout à bout, sont capables de
d'apporter des solutions comme recycler 148 000 tonnes de textiles par an. Donc on s'est dit, allez, on va faire ça, on va réfléchir à des consortiums régionaux dans lesquels on va mettre d'un côté des fournisseurs de gisements, voilà, des marques, éventuellement des sociétés dans les EPI qui ont des gisements et qui ont besoin d'en faire quelque chose, qui ont envie éventuellement de les réutiliser. Des spécialistes de toutes les chaînes de valeur, donc collecte, tri, effilochage, broyage, et on va mettre aussi une autre catégorie de population, les créatifs. Donc là, je rejoins Clarisse, les créatifs, c'est essentiel, sauf qu'on s'est peut-être un peu trop perdu dans la créativité par l'émotion, la créativité, on va dire, je vais appeler la créativité du luxe, voilà, cette créativité très esthétique, qui est essentielle, bien sûr, mais pas que. C'est de se dire, le design, il peut aussi partir du déchet. C'est, on va dire, une créativité pragmatique. Et de se dire, OK, ces créatifs, on va les mettre donc, en travail avec les industriels et une partie essentielle du maillon de la chaîne, les distributeurs. C'est-à-dire que créer un objet, même s'il est fait en recyclé et recyclable à l'infini, s'il ne sert à rien, si personne n'en a l'utilité, ça ne sert à rien de le faire. Donc là, l'idée de ces consortiums, c'est de se dire, on va partir des distributeurs, de se dire de quoi ils ont besoin. Eux, ils ont une vraie connaissance des tendances de marché. Ils disent, ça fonctionne bien. Qu'est-ce qu'on peut remplacer dans le textile, enfin en tout cas dans le plastique, peut-être le bois, avec du non-tissé, et d'aller chercher des procédés industriels simples. Le non-tissé, c'est ce qui va être le plus simple potentiellement à utiliser. Je vous donne un exemple, parce que j'adore les exemples. Ici, on a travaillé sur ce projet. Ce projet, là, il y a quelques mois, qui était, donc le brief de départ, c'est on a des déchets textiles, donc on travaille pour une marque ici, que je ne vais pas citer. Elle nous dit, je rachète un siège social de 42 000 m². OK, maintenant il faut l'équiper. Elle nous dit un truc, elle nous dit, moi je ne veux pas aller acheter du neuf. On dit, génial. Elle nous dit, même plus, j'aimerais bien réutiliser mes déchets textiles, mes vêtements en fin de vie, aussi de l'invendu, c'est vrai que ça m'embête un peu, mais bon, aussi leurs invendus, pour aller faire du mobilier. Elle nous dit, débrouillez-vous avec cette problématique. Moi j'adore ça, j'adore trouver des solutions à des problèmes, et encore une fois, quand on le disait tout à l'heure, avec un peu de sens, avec un peu de conscience. Donc, pensez à 360 degrés, on allait regarder dans plein d'autres secteurs, le plastique, l'extrusion, le bois, la thermocompression, et on est arrivé avec un procédé industriel qui est intéressant, qui est celui de l'OSB et du MDF, qui est la thermocompression continue. Donc on allait chercher leurs déchets textiles, on les a broyés en petites poudres hyper fines, on y a mis 10-15% de poudre de bois, une résine biosourcée à base de soja ou de lignine, et on arrive à ça, on vous l'a senti, c'est dur, et ça on est capable d'en faire du mobilier, des cloisons, bref, ça c'est un exemple d'innovation à impact parmi tant d'autres. Donc voilà, cette approche de l'innovation à impact, c'est de se dire comment on peut mettre les gens en réseau, comment on peut les faire travailler ensemble. Et moi, ma mère est brésilienne d'origine, et il y a un truc qui m'avait vachement marqué quand j'y vivais, il y a 10 ans, c'est de voir, en fait, le long de la rue, il y a plein de petits garages, et dans chacun de ces garages, il y a quelqu'un qui est spécialisé dans un savoir-faire. Je prends l'industrie du mobilier. Au tout début de la rue, vous voyez, il y a un petit garage avec les gens qui reçoivent le bois. Ils vont le découper, le garage d'après, ils le vernissent, le garage d'après, ils le redécoupent dans les bonnes formes, ensuite ils les assemblent, et le dernier, il fait la finition, puis le dernier, il les vend. Je me dis, mais attends, mais c'est génial ça. Ça veut dire, en fait, chaque garage fait vivre une ou plusieurs familles, ils travaillent en réseau, ils travaillent avec des coûts de structure qui sont les plus légers possibles, et nous, on en est, enfin en tout cas, c'était l'objectif, on va dire, depuis les années 80, 70, on en est à vouloir créer des multinationales, des systèmes énormes dans lesquels le gouvernement même se retrouve pris à la gorge en cas de faillite. On se rappelle des faillites en chaîne des banques aux États-Unis pendant la crise des subprimes qui mettaient le couteau sous la gorge du gouvernement américain pour les recapitaliser. On se dit, mais pourquoi ne pas revenir à des choses plus simples? Peut-être, je vois la tendance, j'ai la trentaine, je vois la tendance dans mes amis, c'est la création de communautés. On a tous envie d'aller vivre à la campagne, dans les petites communautés. Peut-être dans des espèces de bulles, de mini-républiques comme ça, je ne sais pas, un truc qui va revenir à un féodalisme du XXe siècle. J'en ai aucune idée, je pousse le curseur et je pose la question, est-ce que chercher des mosaïques de solutions comme ça, avec des petites structures mises bout à bout en réseau, dans une logique collaborative, ce n'est pas une des réponses aux enjeux qu'on a de massification du recyclage, de massification des gisements, à la coopération? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, je serais ravi de travailler sur ces consortiums et j'ai hâte qu'on les lance.
Je reviens donc sur l'innovation à impact et sur une tendance. Donc voilà, il y a 6 tendances dans le book de KPMG, une grande entreprise capitaliste, qui se pose quand même les questions. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Qui a identifié 6 tendances à la prospérité durable. Il y en a une que j'aimerais souligner, dont je vous parlais à l'instant, c'est l'économie du lien et la logique collaborative. Bah tiens, ça tombe bien, ça confirme ce que je viens de raconter. Ou est-ce que c'est parce que j'ai lu ça que je raconte ça? On ne sait pas. Et j'aimerais souligner un truc, c'est que seul on galère, à plusieurs, on peut s'amuser. Donc on va changer l'adage qui est seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Non, seul vraiment on galère. Je vous le dis parce que moi j'ai créé ma boîte seul et en 10 ans j'ai galéré. Vraiment j'ai galéré. Donc faites les choses à plusieurs, posez-vous des questions, ça permet aussi de sortir de sa zone de confort, ça sort de son aquarium. Et j'ai adoré la photo tout à l'heure, vous avez vu la photo de film où on voit Guy qui est au milieu d'un espèce de désastre apocalyptique, c'est peut-être New York, on ne sait pas. Et il est là avec son aquarium. Vous avez vu l'aquarium ou pas? L'aquarium, c'est génial parce qu'en fait, c'est une métaphore du système de croyance. Et je cite Nicolas Hignon, qui est un mec qui se définit comme dans le développement personnel radical. Il a écrit des bouquins, il fait des conférences. J'adore ce mec. Il est passé au micro de Mathieu Stéphanie dans Génération Do It Yourself. Et il dit, on vit tous dans des aquariums. Là, ça repique avec ce que disait Julien. On vit tous dans des aquariums qui sont nos systèmes de croyance. Et ces systèmes de croyance, ils ne sont pas challengés. En effet, on a des algorithmes qui vont nous confirmer ce qu'on sait déjà, ce qu'on veut savoir déjà, et qui vont l'ancrer. Donc, il y a un élément là-dessus, peut-être aussi les plus jeunes auxquels je vous demanderais de penser, c'est votre algorithme Instagram. Nourrissez-le. Nourrissez-le. Moi, je suis tombé amoureux de mon algorithme Insta parce que je l'ai nourri sur des choses. Et aujourd'hui, il m'envoie des vidéos de développement personnel, de motivation, des choses. J'ai envie de pleurer à chaque fois que je vois des choses. Ça m'émeut à chaque fois. Nourrissez-le parce qu'en fait, c'est aussi ça qui va vous ancrer votre système de croyance et votre aquarium. Donc voilà, seul on galère, à plusieurs on peut s'amuser. Et j'aimerais souligner une des dernières choses, c'est le mot disruptif. Alors c'était le mot, on va dire, des 10 dernières années, des 5 dernières années. Disruptif, c'est devenu has-been. C'est là que je vous dis, en fait, revenir vers du low-tech, revenir vers la conscience, revenir vers soi et vers son impact vers le monde. On parlait d'énergie tout à l'heure. Moi, j'aime bien mettre une notion un peu spirituelle dans le sens d'énergie. L'énergie, c'est ce qui nous lie aussi les uns les autres. L'énergie du cœur à cœur. C'est-à-dire, est-ce qu'on est aligné avec ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut remettre les choses en question? Le pire qui puisse nous arriver, j'ai envie de dire, c'est l'infirmité ou la mort. Mais dans la mort, en fait, on ne peut pas se rendre compte qu'on ne va pas bien. C'est l'infirmité, c'est la dépression, c'est la maladie. Donc, tant que vous êtes en bonne santé, en fait, tout est possible. Vous pouvez remettre en question les systèmes. Vous pouvez y mettre de la conscience. Tout ça, c'est possible. Donc disruptif, moi je trouve que c'est devenu un peu has-been. Et j'aimerais citer aussi une dernière théorie que j'ai, c'est l'économie des interstices. L'économie des interstices, elle se pose la question des gâchis et de où est-ce qu'on peut créer la valeur dans des brèches. Et celle-ci, c'est pas que au niveau de la matière c'est un, mais il y a aussi des gâchis d'espace, il y a aussi des gâchis de compétences. Et j'aimerais citer des entreprises sur les 3. Dans les gâchis de compétences, j'ai rencontré une boîte qui s'appelle Share-it à Paris, qui travaille sur le mécénat de compétences et qui va chercher des compétences inutilisées de dev dans des SS2I pour les mettre à disposition d'associations qui n'ont pas forcément les moyens pour créer leur application, pour créer leur site internet, pour créer des choses qu'elles n'ont pas les moyens de payer 10, 20, 30, 100 000 euros. Et donc, comment réutiliser ces compétences gâchées pour recréer de la valeur qui a du sens? Okay, donc ça, c'est un système que je trouve intéressant dans l'économie des interstices. Le deuxième, c'est l'espace. L'espace, on a énormément de bâtiments qui sont à l'abandon. Et nous-mêmes, chez De Rigueur, on occupe aujourd'hui des bureaux qui sont dans le cœur de Paris, un hôtel de ville. On est vraiment en face de l'hôtel de ville. De chez moi, je vois, des bureaux, je vois la cathédrale Notre-Dame. Et ça s'appelle Plateau Urbain. Plateau Urbain, c'est une scope immobilière qui récupère des bâtiments à l'abandon. Donc ici, ce qui se passait, c'était l'ancien siège social de la PHP, qui est à l'abandon jusqu'au JO, parce que BNP, Real Estate Development, va sûrement faire des hôtels de luxe, mais ils doivent attendre la fin des JO, parce que le bâtiment a de l'amiante. Et donc dans l'entre-deux, sur les 2 ans, 18 mois, 24 mois,
qu'est-ce qui se passe? Ils occupent le bâtiment et le mettent à disposition à des loyers hyper intéressants, à des artisans, à des designers, à des associations et à des petites structures. Donc se poser la question de tous les déchets, tous les gâchis en fait, qu'on a autour de soi. La matière, je n'en parle pas, c'est notre sujet principal dans le secteur textile. Je pense encore sur les gâchis d'espace, bon, ça va peut-être en faire frémir un ou deux, les églises. On se pose la question des églises, du patrimoine religieux en déshérence, ça s'appelle. Est-ce qu'on ne peut pas apporter de la valeur dedans? Est-ce qu'on ne pourrait pas créer des lieux d'accueil pour les migrants, pour les personnes en difficulté, pour les personnes démunies? Je pose ces questions-là juste pour vous dire que tout système peut être remis en question. Tout ce qu'on dit, dès que vous êtes face à quelqu'un ou à une situation, on se dit c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, je ne vois pas comment on peut faire différemment, ou c'est bien comme ça. Et ben, dites-vous que là-dedans, il y a peut-être quelque chose à aller gratter, peut-être quelque chose à aller remettre en question. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette keynote, je ne m'étais pas chronométré, donc je pense que je finis un petit peu avant, et comme je n'ai pas de montre, je ne peux pas le savoir. Donc j'aimerais vous remercier pour votre attention et vous demander encore une fois de remettre de la conscience sur tout ce que vous faites. Mettez de la conscience, du temps, de la lenteur, et merci pour votre attention. Bon événement. Cet épisode vous a été proposé par Fashion Green Hub, association professionnelle qui rassemble et accompagne les entreprises françaises de l'industrie mode, textile, sport et luxe dans leur transformation post-carbone. Pour être au courant de notre actualité, consultez notre site internet fashiongreenhub.org et suivez-nous sur nos réseaux sociaux disponibles en description. Merci de votre écoute, à bientôt!